Les petits-enfants ont trouvé une boîte dans le garage de leur grand-père, mais ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a révélé des secrets incroyables du passé. Vous ne croirez pas cette histoire vraie, mais avant de regarder, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour attirer 10 ans de chance. Le soleil de l'après-midi baignait la petite ville de Verbois d'une lumière dorée, tandis que 3 jeunes marchaient joyeusement sur la rue pavée. Marie, Paul et Lucie, des cousins inséparables, se dirigeaient vers la maison de leur grand-père Jean, un homme de 75 ans connu pour ses histoires fascinantes et son accueil chaleureux. « Vous pensez que grand-père va nous raconter encore des histoires de ses aventures aujourd'hui ?» demanda Lucie, la plus jeune des 3, avec ses yeux marrons pétillants d'expectative. Paul, l'aîné, sourit et passa la main dans ses cheveux foncés. Connaissant grand-père, il a toujours une nouvelle histoire sous le coude, mais aujourd'hui j'aimerais explorer ce vieux garage à lui. Il doit y avoir plein de choses intéressantes là-dedans. Marie, toujours la voix de la raison parmi les cousins, ajusta ses lunettes sur son nez. Seulement si grand-père nous le permet, Paul. Tu sais combien il est prudent avec les vieilles choses. En arrivant à la maison de leur grand-père, une construction de 2 étages avec une véranda accueillante, ils furent accueillis par l'odeur inimitable du café fraîchement préparé et le son d'une musique ancienne venant d'une radio à l'intérieur de la maison. Jean apparut à la porte, son visage ridé s'illuminant à la vue de ses petits-enfants. « Ah, quelle joie de vous voir, mes chers !» s'exclama Jean, ouvrant les bras pour les embrasser tous les 3. « Entrez, entrez! Je viens de faire un gâteau de maïs que vous allez adorer. » Alors qu'ils savouraient le gâteau et le café dans la cuisine chaleureuse, Paul ne put contenir sa curiosité. « Grand-père, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil dans ton garage aujourd'hui? Il doit y avoir plein de trucs géniaux là-dedans. » Jean hésita un moment, une ombre passant dans ses yeux. « Eh bien, cela fait un moment que je n'ai pas organisé cet endroit. Il est plein de poussière et de vieux souvenirs. S'il te plaît, grand-père, implora Lucie, joignant les mains. Nous promettons d'être prudents. » Le vieil homme sourit, incapable de résister au regard suppliant de ses petits-enfants. « D'accord, d'accord. Mais faites attention, il y a beaucoup de choses fragiles là-dedans. » Avec des sourires jusqu'aux oreilles, les 3 jeunes suivirent Jean jusqu'au garage. Lorsque la porte grinça en s'ouvrant, elle révéla un espace rempli d'objets fascinants, des meubles anciens, des boîtes poussiéreuses, des instruments de musique et une multitude de bibelots qui semblaient raconter des histoires silencieuses. « Waouh !» s'exclama Marie, ses yeux parcourant les étagères pleines. « C'est comme un musée ici !» Pendant que Paul examinait un vieux phonographe et que Lucie admirait une collection de coquillages exotiques, Marie se sentit attirée par une boîte en bois sculptée dans un coin du garage. Avec précaution, elle l'ouvrit, révélant une pile de photographies anciennes. « Les gars, venez voir ça !» appela-t-elle, prenant une photo en particulier qui avait attiré son attention. Paul et Lucie s'approchèrent, leurs yeux s'agrandissant à la vue de l'image. C'était une photographie en noir et blanc, un peu délavée sur les bords, mais encore assez nette pour distinguer les détails. Sur elle, un jeune homme, qu'ils reconnurent comme leur grand-père, se tenait à côté d'un loup majestueux, sa main reposant doucement sur la fourrure épaisse de l'animal. « Grand-père, c'est toi sur cette photo ?» demanda Paul, montrant l'image à Jean, qui s'approcha lentement. Le visage du vieil homme s'illumina d'un mélange de nostalgie et de surprise. « Ah, cette photo, cela fait si longtemps que je ne l'avais pas vue. Oui, c'est moi, il y a de nombreuses années. »« Mais grand-père, comment as-tu réussi à t'approcher aussi près d'un loup ?» demanda Lucie, sa voix étant un mélange d'admiration et d'incrédulité. Jean prit la photo avec des mains tremblantes, ses yeux se perdant dans des souvenirs lointains. « Ceci, mes chers, est l'histoire d'une amitié improbable et d'une aventure qui a changé ma vie pour toujours. » Les 3 jeunes échangèrent des regards, sentant qu'ils étaient là sur le point de découvrir un secret gardé depuis longtemps. Marie remarqua un journal en cuir usé dans la même boîte et le prit. « Grand-père, qu'est-ce que c'est que ce journal ?» Jean sourit, reconnaissant l'objet. « Ah, mon journal de cette époque. Il est plein de notes sur beaucoup de choses intéressantes. » Paul, toujours impatient, ne pouvait se contenir. « Grand-père, raconte-nous, comment as-tu rencontré ce loup? Que s'est-il passé ?» Le vieil homme soupira, regardant par la fenêtre du garage vers le ciel qui commençait à se teinter des couleurs du coucher de soleil. « C'est une longue histoire, mes chers. Une histoire de courage, de compassion et d'un lien qui a défié la nature. » Lucie prit la main de son grand-père, ses yeux brillants de curiosité. « S'il te plaît, grand-père, nous voulons tout savoir. » Jean acquiesça lentement. «
Très bien. Allons dans le salon où nous serons plus à l'aise. Cette histoire mérite d'être racontée calmement. Alors qu'ils suivaient leur grand-père à l'intérieur de la maison, chacun des jeunes ressentait une émotion différente. Paul était impatient de vivre l'aventure. Marie était intriguée par les secrets que pourrait contenir le journal, et Lucie était enchantée par l'idée d'une amitié entre un homme et un loup. Installé dans son fauteuil préféré, Jean commença. Tout a commencé il y a presque 50 ans, quand j'étais un jeune biologiste, passionné par la nature et déterminé à faire une différence dans le monde. Les mots du vieil homme coulaient comme une rivière, transportant ses petits-enfants dans un passé rempli de mystères et de merveilles. Ils ne savaient pas que ce n'était que la pointe de l'iceberg et que les révélations à venir allaient changer à jamais leur façon de voir leur grand-père et le monde qui les entourait. Alors que la nuit tombait sur Verbois, la maison du vieux Jean devenait l'épicentre d'une histoire qui traversait les générations, unissant le passé et le présent dans une étreinte chaleureuse de souvenirs partagés et de secrets révélés. Le salon dans la maison du grand-père Jean était enveloppé dans une attente silencieuse. Marie, Paul et Lucie étaient assis sur le canapé moelleux, les yeux fixés sur le visage ridé de leur grand-père, impatients d'entendre plus sur son histoire mystérieuse. Jean ouvrit l'ancien journal en cuir, dont les pages jaunies dégageaient un parfum particulier de souvenirs longtemps gardés. « Comme je le disais, commença Jean, sa voix prenant un ton nostalgique, j'étais un jeune biologiste plein d'idéaux et avec une passion ardente pour la nature. À cette époque, je travaillais sur un projet de conservation dans la forêt verte, étudiant la faune locale. » Paul se pencha en avant, les yeux brillants de curiosité. « Et c'est là que tu as trouvé le loup, grand-père ?» Jean sourit et secoua la tête. « Patience, mon garçon. L'histoire commence un peu plus tôt. Vous voyez, à cette époque, les loups rouges étaient déjà une espèce rare, mais il était encore possible de les apercevoir occasionnellement dans les zones les plus reculées. Feuilletant les pages du journal, Jean trouva une page spécifique et commença à lire. 15 mai 1975. Aujourd'hui, lors de mon expédition dans la région ouest de la forêt, j'ai trouvé des empreintes intrigantes, plus grandes que celles d'un loup rouge ordinaire. Quelque chose se passe dans ces montagnes, quelque chose qui défie ma compréhension actuelle de la faune locale. Marie ajusta ses lunettes, son esprit analytique déjà en action. « Grand-père, tu soupçonnais une nouvelle espèce. »« Exactement, ma chère, » répondit Jean avec un sourire. « J'étais convaincu d'avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. J'ai passé les semaines suivantes à suivre ces empreintes mystérieuses, campant dans des endroits reculés, espérant avoir un aperçu de cette créature insaisissable. » Lucie serra un coussin complètement absorbé par l'histoire. « Et tu as réussi à voir le loup ?» Jean ferma les yeux un moment, comme s'il revivait la scène. « Eh oui, Lucie, mais pas de la manière dont je m'y attendais. C'était une nuit de pleine lune, je campais près d'une grotte. » Alors que Jean racontait, les petits-enfants pouvaient presque voir la scène se dérouler devant leurs yeux. Le jeune Jean, avec son équipement de recherche, assis au bord d'un feu de camp, observant attentivement la forêt autour de lui. Le son du vent dans les arbres, le crépitement du feu et puis un hurlement lointain, puissant et mélancolique. « Mon cœur a failli s'arrêter, » continua Jean. Ce son était différent de tout ce que j'avais entendu auparavant, plus profond, plus ancestral d'une certaine manière. Je savais que je devais enquêter. Paul ne pouvait contenir son excitation. « Tu as suivi le hurlement tout seul ?»« La nuit ?» Jean rit doucement. « La jeunesse nous rend courageux, ou fous, selon le point de vue. Oui, j'ai pris ma lampe de poche et j'ai suivi le son. C'est lorsque je suis arrivé à l'entrée de la grotte que je l'ai vu pour la première fois. » Les trois jeunes retinrent leur souffle, complètement captivés par le récit. « Là, il était, » continua Jean, sa voix presque un murmure, « un loup magnifique, plus grand que tout autre que j'avais vu. Sa fourrure était d'un gris argenté qui brillait sous la lumière de la lune, mais quelque chose n'allait pas. Il était couché à l'entrée de la grotte et j'ai pu voir que sa patte avant était blessée. « Qu'as-tu fait, grand-père » demanda Lucie, les yeux écarquillés. Jean prit la photo qu'ils avaient trouvée dans le garage, la regardant avec tendresse. « J'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je me suis approché lentement, montrant que je n'étais pas une menace. Le loup m'a observé avec des yeux intelligents, pleins de douleur, mais aussi d'une certaine curiosité. » Marie fronça les sourcils, pensive. « Mais grand-père, les loups sauvages fuient normalement les humains, non ?»« Exactement, Marie. Et c'est là que j'ai réalisé que ce loup était spécial. Il m'a permis de m'approcher, d'examiner sa blessure. C'était comme si,
comme s'il savait que j'étais là pour aider. Jean fit une pause, prenant une gorgée d'eau avant de continuer. J'ai passé les semaines suivantes à m'occuper de ce loup, nettoyant sa blessure, lui apportant de la nourriture, gagnant sa confiance, et peu à peu nous avons formé un lien que je n'aurais jamais imaginé possible entre un homme et un animal sauvage. Paul semblait fasciné. « Et tu lui as donné un nom ?» Jean sourit, une étincelle de joie dans ses yeux. « Oui, je l'ai appelé Argenté à cause de sa fourrure argentée. Mais mes chers, cette amitié avec Argenté n'était que le début d'un voyage incroyable. » Le vieil homme se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Le ciel nocturne était parsemé d'étoiles, comme si l'univers écoutait son histoire. Voyez-vous, pendant que je m'occupais d'Argenté, j'ai commencé à remarquer des choses étranges qui se produisaient dans la forêt. Des plantes qui poussaient à des vitesses impossibles, des animaux qui montrèrent des comportements inhabituels. Lucie s'approcha de son grand-père, prenant sa main. « Que se passait-il, grand-père » Jean se tourna vers ses petits-enfants, son visage étant un mélange d'émotions. « Ceci, mes chers, est quelque chose que j'ai mis des années à comprendre complètement. Et cela ne concerne pas seulement Argenté, mais aussi un autre compagnon très spécial qui a fait partie de ma vie, un perroquet extraordinaire nommé Echo. » Les trois jeunes échangèrent des regards curieux. Comment un perroquet pouvait-il s'intégrer dans cette histoire de loups et de forêts mystérieuses? « Mais c'est une histoire pour demain, » dit Jean, remarquant l'horloge sur le mur. Il se fait tard et certaines révélations nécessitent une bonne nuit de sommeil pour être pleinement appréciées. Alors que les petits-enfants protestaient, voulant entendre plus, Jean rit doucement. « Patience, mes chers. Demain, nous continuerons notre voyage à travers le passé. Et je vous promets que les surprises à venir dépasseront votre imagination. » Cette nuit-là, Marie, Paul et Lucie allèrent se coucher avec la tête pleine d'images de loups argentés, de forêts mystérieuses et de secrets encore non révélés. Ils ne savaient pas que les révélations du lendemain allaient à jamais changer leur perception de leur grand-père, de la nature et des liens invisibles qui unissent toutes les créatures vivantes. Le matin, à Verbois, apporta avec lui une énergie palpable d'anticipation. Marie, Paul et Lucie avaient à peine pu dormir, leurs pensées étant remplies d'images de loups argentés et de forêts mystérieuses. Dès que les premiers rayons de soleil pénétrèrent à travers les rideaux, les trois jeunes étaient déjà debout, impatients d'entendre plus sur l'histoire fascinante de leur grand-père. Ils trouvèrent Jean sur la véranda, contemplant l'horizon avec une tasse de café à la main. Son regard lointain suggérait qu'il était déjà plongé dans ses souvenirs. « Bonjour, grand-père » s'exclama Lucie, embrassant affectueusement son grand-père. « Nous sommes prêts à entendre plus sur Argenté et Echo. » Jean sourit, ses yeux brillants de l'enthousiasme de ses petits-enfants. « Ah, mes chers, je vois que la curiosité vous a réveillé tôt. Très bien, continuons notre voyage à travers le passé. » Ils s'installèrent dans le salon, le vieux journal en cuir sur les genoux de Jean. Il l'ouvrit et feuilleta les pages jusqu'à trouver celle qu'il cherchait. « Où en étions-nous » demanda-t-il rhétoriquement. « Ah oui, je vous avais raconté comment j'avais trouvé et soigné Argenté, le loup argenté. Mais l'histoire devient encore plus intrigante à partir de là. » Jean se racla la gorge et commença à lire. « 10 juillet 1975. Les observations des dernières semaines ont été surprenantes. La guérison d'Argenté est presque miraculeuse, sa blessure cicatrisant à une vitesse inhabituelle. De plus, j'ai remarqué des changements dans la végétation autour de la grotte. Les plantes semblent plus vibrantes, poussant à un rythme accéléré. Il y a quelque chose dans cet endroit qui défie la logique scientifique. » Marie se pencha en avant, intriguée. « Grand-père, penses-tu qu'il y avait un lien entre Argenté et ces changements dans la forêt ?» Jean acquiesça lentement. « À cette époque, je n'étais pas sûr. Mais plus je passais de temps avec Argenté, plus je voyais des preuves qu'il n'était pas un loup ordinaire. Son comportement, son intelligence étaient extraordinaires. Paul, toujours le plus impulsif, ne pouvait contenir sa curiosité. « Et le perroquet, grand-père? Où se situe Echo dans cette histoire ?» Un sourire énigmatique apparut sur le visage de Jean. « Ah, Echo. Il est apparu de manière assez inhabituelle. Vous voyez, pendant que je m'occupais d'Argenté et que j'étudiais les anomalies dans la forêt, j'ai commencé à entendre une voix étrange résonner à travers la forêt. » Lucie ouvrit grand les yeux. « Une voix? Dans la forêt? Exactement ?» confirma Jean. « Au début, je pensais que c'était mon imagination. Mais au fil des jours, il devint clair qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un à proximité.
répétant des mots et des phrases d'une manière presque magique. Jean tourna quelques pages du journal et commença à lire à nouveau. 15 août 1975. Aujourd'hui, j'ai enfin découvert la source des voix mystérieuses. C'est un perroquet, plus grand et plus coloré que tout autre que j'avais vu. Mais ce n'est pas un perroquet ordinaire. Ses vocalisations sont trop complexes, presque comme s'il essayait de communiquer quelque chose de spécifique. Les trois jeunes échangèrent des regards de stupéfaction. L'histoire devenait de plus en plus fascinante. Echo ne répétait pas seulement des mots au hasard, continua Jean. Il semblait comprendre le contexte, répondant aux situations d'une manière presque humaine. Et le plus intriguant, il avait un lien spécial avec Argenté. « Comment est-ce possible, grand-père » demanda Marie, ajustant ses lunettes. Jean ferma les yeux un moment, comme s'il visualisait la scène. Imaginez, un loup argenté majestueux et un perroquet aux couleurs vibrantes, côte à côte, comme s'ils étaient de vieux amis. Echo se perchait sur le dos d'Argenté, et les deux semblaient communiquer d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Paul ne pouvait contenir son enthousiasme. « C'est incroyable, grand-père. Mais qu'est-ce que tout cela signifiait ?»« Ah, mon cher, sourit Jean, c'était la question qui me tourmentait pendant des semaines. Plus j'observais Argenté et Echo, plus je réalisais que j'étais témoin de quelque chose de vraiment extraordinaire. La forêt autour d'eux semblait vivante. Pas seulement au sens biologique, mais comme si elle avait une conscience propre. Lucie, toujours la plus sensible, semblait profondément touchée. « C'est magnifique, grand-père. Mais pourquoi nous racontes-tu cela maintenant ?» Jean se leva et se dirigea vers l'arbre centenaire de la place. « Parce que, mes chers, ce que j'ai appris dans cette clairière ne s'est pas limité à la forêt. Les connaissances, la connexion avec la nature, tout cela je l'ai ramené avec moi en rentrant chez moi. » Il posa sa main sur le tronc noueux et pendant un moment, les jeunes jurèrent voir une légère lueur émaner de l'endroit où ses doigts touchèrent l'écorce. « Verbois n'est pas seulement une ville ordinaire, » continua Jean. « Elle a été construite sur les principes que j'ai appris d'Argenté et d'Echo. L'harmonie avec la nature, le respect des cycles naturels, la compréhension que tout est interconnecté. » Marie regarda autour d'elle, comme si elle voyait la ville pour la première fois. « Est-ce pour cela que Verbois est si différent, si spécial ?» Jean acquiesça. « Exactement. Chaque arbre planté, chaque construction érigée, tout a été fait avec les connaissances que j'ai acquises dans cette clairière magique. Mais maintenir cet équilibre n'est pas facile, et c'est pourquoi je devais partager cette histoire avec vous. » Paul fronça les sourcils, pensif. « Mais grand-père, qu'est-il arrivé à Argenté et à Echo ?» Une expression de tristesse passa sur le visage de Jean. « Ah, c'est une partie difficile de l'histoire. Vous voyez, avec le temps, j'ai réalisé que ma présence constante dans la forêt perturbait l'équilibre délicat qu'Argenté et Echo protégeaient. Aussi douloureux que cela ait été, je savais que je devais m'éloigner. » Lucie prit la main de son grand-père, ressentant son émotion. « Tu ne les as jamais revus ?» Jean sourit doucement. « Pas de la même manière, ma chérie, mais ils ne m'ont jamais vraiment quitté. Echo m'a appris des mots de pouvoir, des phrases qui, lorsqu'elles sont prononcées correctement, peuvent invoquer un peu de la magie de la forêt. Et Argenté, eh bien, parfois, les nuits de pleine lune, je jure que j'entends son hurlement au loin. Soudain, un vent doux souffla à travers la place, faisant murmurer les feuilles de l'arbre centenaire d'une manière presque musicale. Jean regarda ses petits-enfants, ses yeux brillants d'une mixture d'émotion et de détermination. « Et c'est pourquoi vous êtes ici. Verbois, cette ville que nous aimons tant, a besoin de nouveaux gardiens. Les connaissances que j'ai acquises doivent être transmises pour que l'équilibre puisse être maintenu. » Les trois jeunes échangèrent des regards, un mélange d'excitation et de crainte sur leur visage. Ils comprenaient maintenant que l'histoire de leur grand-père n'était pas seulement un récit du passé, mais un appel pour l'avenir. « Mais comment pouvons-nous être des gardiens, grand-père » demanda Marie, sa voix tremblant légèrement. « Nous n'avons pas de pouvoir magique ou de lien avec des loups et des perroquets parlants. » Jean rit doucement. « Ah, ma chère, la magie ne réside pas dans les animaux ou les mots. Elle réside dans la connexion, dans la compréhension profonde que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Et cette connexion, cette compréhension, est quelque chose que je peux vous enseigner. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Jean regarda chacun de ses petits-enfants. « Êtes-vous prêts à apprendre les secrets de la forêt? À devenir les nouveaux gardiens de Verbois ?» Marie, Paul et Lucie échangèrent encore un regard, un accord silencieux passant entre eux.
Avec des voix fermes et des yeux brillants de détermination, ils répondirent en chœur « Nous sommes prêts, grand-père ». Et ainsi, sous les branches de l'arbre centenaire, avec le vent murmurant des secrets anciens, une nouvelle génération de gardiens commença son voyage. L'histoire d'Argenté et d'Écho gagnait un nouveau chapitre, résonnant à travers le temps, unissant le passé, le présent et l'avenir dans une tapisserie magique de possibilités. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de découvertes pour Marie, Paul et Lucie. Sous la direction patiente de Jean, les trois jeunes commencèrent à voir Verdebois et le monde qui les entourait avec des yeux neufs. Chaque matin apportait une nouvelle leçon, chaque après-midi, une nouvelle révélation. Un matin, alors que la rosée brillait encore sur l'herbe du jardin de Jean, les quatre se réunirent pour une autre leçon. « Aujourd'hui, commença Jean, sa voix calme mais remplie de détermination, nous allons apprendre le langage secret de la nature. » Lucie, toujours la plus enthousiaste, ne pouvait contenir son excitation. Comme les mots qu'Écho utilisait, grand-père, Jean sourit et acquiesça. « Exactement, ma chère. Mais souvenez-vous, ce ne sont pas seulement des mots. C'est une forme de communication qui engage tous les sens et toute votre essence. » Il les guida jusqu'à un petit jardin à l'arrière de la maison où des plantes de différentes espèces poussaient en harmonie. « Fermez les yeux, leur demanda-t-il doucement. Respirez profondément et essayez de sentir l'énergie autour de vous. » Les trois obéirent, leurs expressions étant un mélange de concentration et de scepticisme, surtout dans le cas de Marie. « Maintenant, continua Jean, je vais prononcer l'une des phrases que j'ai apprises d'Écho. Faites attention non seulement au son, mais à la façon dont elle vous fait vous sentir. » Avec une clarté surprenante, Jean prononça des mots dans une langue que les jeunes ne reconnaissaient pas, mais qu'ils comprenaient d'une certaine manière dans leur cœur. C'était mélodieux, fluide, presque comme si le vent lui-même chantait. Soudain, Marie haleta et ouvrit les yeux. « J'ai senti quelque chose, comme un picotement qui commençait à mes pieds et montait. » Paul et Lucie ouvrirent également les yeux, des expressions de stupéfaction sur leur visage. « Les fleurs, » murmura Paul, pointant vers le jardin. « Elles semblent plus brillantes ?» Jean sourit, fier. « Ce que vous avez expérimenté, c'est une connexion directe avec l'énergie de la nature. Les mots ne sont qu'un catalyseur, une façon de synchroniser nos sens avec le monde qui nous entoure. » Au cours des semaines suivantes, Jean continua d'instruire ses petits-enfants sur les mystères qu'il avait appris des décennies plus tôt. Il leur enseigna à identifier les plantes médicinales cachées, à prévoir les changements climatiques en observant le comportement des animaux et à trouver de l'eau souterraine en utilisant des techniques anciennes de radiesthésie. Mais toutes les leçons n'étaient pas tranquilles et harmonieuses. Un après-midi, alors qu'il pratiquait l'écoute profonde dans la forêt autour de Verdebois, Paul fit une découverte inquiétante. « Grand-père » appela-t-il, sa voix tendue, « il y a quelque chose qui ne va pas ici. » Les autres se rapprochèrent rapidement. Paul était accroupi près d'un ruisseau, ses mains tremblant légèrement en montrant l'eau. Jean se pencha, son visage se contractant en une expression d'inquiétude. « Ah non » murmura-t-il, « ce n'est pas bon. » L'eau, qui aurait dû être cristalline, avait une teinte légèrement trouble et une odeur presque imperceptible, mais désagréable. Marie, toujours analytique, prélevait déjà des échantillons dans une petite fiole qu'elle portait pour ses explorations. « Nous devons analyser cela, dit-elle fermement. Cela pourrait être une contamination. » Jean acquiesça gravement. « Vous avez raison de vous inquiéter. Ce ruisseau est l'une des lignes vitales de la forêt. S'il est contaminé, tout l'écosystème pourrait être en danger. » Lucie, qui s'était éloignée un peu, appela les autres. « Regardez ça, dit-elle, pointant vers quelques empreintes au sol. Elles ressemblent à des empreintes, mais elles ne viennent d'aucun animal que je connaisse. » Jean examina les empreintes, son visage devenant de plus en plus sérieux à chaque moment. « Cela, dit-il lentement, est un signe que nos enseignements ne pouvaient pas arriver à un meilleur moment. Verdebois fait face à une menace, et vous, mes chers, serez essentiels pour la protéger. » Les trois jeunes échangèrent des regards. La réalité de leur nouvelle responsabilité en tant que gardiens commençait à s'installer. « Mais que pouvons-nous faire, grand-père » demanda Marie, sa voix un mélange de détermination et d'appréhension. « Nous ne sommes que trois jeunes. » Jean sourit, une étincelle de fierté dans ses yeux. « Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes les nouveaux gardiens de Verdebois, connectés à la sagesse ancienne de la forêt. Et croyez-moi, cette connexion est plus puissante que n'importe quel outil moderne. » Il se leva,
regardant vers l'horizon où le soleil commençait à se coucher. Ce que nous avons découvert aujourd'hui n'est que le début. Il y a des forces en mouvement qui menacent l'équilibre qui a protégé Verbois pendant si longtemps. Notre tâche maintenant est de découvrir la source de cette menace et de trouver un moyen de restaurer l'harmonie. Paul, toujours le plus impulsif, semblait déjà prêt pour l'action. « Où commençons-nous, grand-père » Jean posa les mains sur les épaules de ses petits-enfants, son regard étant intense. « Nous commençons en revenant aux racines. Il est temps de visiter la clairière où j'ai rencontré Argenté et Écho. Là, nous pourrons trouver les réponses dont nous avons besoin et peut-être une aide inattendue. » Alors qu'ils retournaient chez eux, l'air semblait chargé d'une nouvelle énergie. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, même le murmure du ruisseau contaminé, tout semblait transmettre un message urgent. Marie, Paul et Lucie ressentirent le poids de la responsabilité, mais aussi une excitation croissante. Ils avaient été choisis pour une mission plus grande qu'ils ne l'avaient jamais imaginée, et ils étaient déterminés à ne pas décevoir leur grand-père, ni la terre qu'ils juraient maintenant de protéger. Alors que les ombres s'allongeaient et que la nuit approchait, les 4 gardiens, un ancien et 3 nouveaux, se préparaient pour un voyage qui testerait non seulement leurs nouvelles connaissances, mais aussi leur courage, leur unité et leur connexion avec les forces mystérieuses de la nature. Le sort de Verbois était entre leurs mains, et la véritable aventure ne faisait que commencer. L'aube trouva Marie, Paul et Lucie déjà éveillés, leur cœur battant d'un mélange d'anxiété et de détermination. Aujourd'hui était le jour où ils partiraient pour le voyage vers la clairière mystérieuse, où, des décennies plus tôt, leur grand-père Jean avait découvert les secrets qui avaient changé sa vie et façonné le destin de Verbois. Jean les attendait sur la véranda, un vieux sac à dos bien entretenu à ses pieds. Ses yeux brillaient d'une énergie qui semblait défier son âge avancé. « Êtes-vous prêts, mes chers ?» demanda-t-il, sa voix ferme et pleine de but. Les 3 acquiescèrent, chacun portant son propre sac à dos avec des provisions et de l'équipement que Jean leur avait demandé d'apporter. « Rappelez-vous, » dit Jean en commençant à marcher vers la forêt, « la clairière est plus qu'un simple lieu physique, c'est un nœud d'énergie, un point où les barrières entre notre monde et le monde naturel deviennent plus minces. » Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, les jeunes gardiens remarquaient que leur perception était devenue plus aiguisée. Le chant des oiseaux semblait porter des messages cachés, le bruissement des feuilles sonnait comme des murmures anciens. Marie, toujours attentive aux détails, remarqua quelque chose de curieux. « Grand-père, les arbres, ils semblent nous guider. Regardez comment les branches se penchent, formant presque un chemin. » Jean sourit avec fierté. « Très bien observé, Marie. La forêt reconnaît notre intention. Elle nous aide dans notre voyage. » À mesure qu'ils avançaient, le paysage autour d'eux commença à changer subtilement. Les arbres semblaient plus anciens. Leurs troncs noueux racontaient des histoires silencieuses de siècles passés. L'air devenait plus dense, chargé d'arômes que personne ne pouvait identifier complètement. Paul, toujours le plus impatient, ne pouvait contenir sa curiosité. « Grand-père, combien de temps t'a-t-il fallu pour trouver la clairière la première fois ?» Jean rit doucement. « Des jours, Paul. Des jours de recherche incessante, suivant des indices qui souvent semblaient ne mener nulle part. Mais aujourd'hui, avec votre aide et les connaissances que j'ai partagées, notre voyage sera différent. » Lucie, qui marchait un peu en avant, s'arrêta brusquement, ses yeux grands ouverts. « Entendez-vous ça ?» Tous restèrent silencieux, attentifs. Au début, ils ne pouvaient distinguer rien d'autre que les sons habituels de la forêt. Mais ensuite, presque imperceptiblement, ils commencèrent à entendre une mélodie. Elle était lointaine, éthérée, comme si elle était portée par le vent. « C'est l'appel de la clairière », expliqua Jean, sa voix basse et révérencieuse. « Elle sent notre présence et nous invite à nous approcher. » Guidés par la mélodie mystérieuse, les 4 continuèrent leur voyage. La végétation devenait de plus en plus dense, et à plusieurs moments, ils durent utiliser les techniques que Jean leur avait enseignées pour trouver le bon chemin. Après des heures de marche, alors que le soleil était déjà haut dans le ciel, ils arrivèrent à un mur de végétation si dense qu'il semblait impénétrable. « C'est ici », annonça Jean, sa voix tremblant d'émotion. L'entrée de la clairière est cachée dans ce mur vert. Marie fronça les sourcils, confuse. « Mais grand-père, il n'y a pas de passage ici. » Jean sourit mystérieusement. « Tout n'est pas ce qu'il semble, ma chère. Souvenez-vous des mots d'Écho. » Comprenant ce que leur grand-père voulait dire, les 3 jeunes se concentrèrent, se rappelant les phrases anciennes qu'ils avaient apprises.
Ensemble, à l'unisson, ils prononcèrent les mots magiques. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, lentement, presque comme si elle répondait à l'appel, la végétation commença à bouger. Les branches se retirèrent, les feuilles se plièrent, et devant leurs yeux émerveillés, un passage s'ouvrit. « Incroyable », murmura Paul, sa voix à peine capable de contenir l'étonnement. En traversant le passage nouvellement formé, les 4 gardiens émergèrent dans un endroit qui semblait appartenir à un autre monde. La clairière était un cercle parfait, entouré d'arbres anciens dont les branches s'entrelaçaient au-dessus, formant une coupole naturelle. Au centre, exactement comme Jean l'avait décrit dans son histoire, se dressait un arbre majestueux dont le tronc large et noueux pulsait d'une lumière douce. Des fleurs de diverses espèces qu'il n'avait jamais vues auparavant couvraient le sol, leurs pétales brillants de couleurs impossibles. Des papillons et des colibris dansaient dans l'air. Leurs mouvements étaient synchronisés, comme dans une chorégraphie répétée. « Bienvenue », dit Jean, sa voix étranglée par l'émotion, au cœur de la forêt. Les 3 jeunes étaient sans voix, absorbant la beauté et la magie du lieu. Mais leur admiration fut interrompue par un son inattendu, un chant aigu et mélodieux qui semblait venir de partout à la fois. Soudain, un éclair de couleurs vives traversa l'air, et sur l'épaule de Jean se posa un perroquet magnifique. « Écho » demanda Jean, incrédule. Le perroquet inclina la tête, ses yeux intelligents étudiant chacun d'eux. Puis, à la stupéfaction de tous, il parla. « Bienvenue, gardien, nous vous attendions. » Marie, Paul et Lucie échangèrent des regards, un mélange de choc et d'émerveillement sur leurs visages. La présence d'Écho, le perroquet légendaire des histoires de leur grand-père, rendait tout cela réel d'une manière pour laquelle ils n'étaient pas entièrement préparés. Jean, les larmes aux yeux, caressa doucement les plumes d'Écho. « Mon vieil ami, je ne m'attendais pas à te revoir. » Écho secoua ses plumes, comme s'il se préparait pour une longue conversation. « Le danger qui menace la forêt nous a réunis une fois de plus, Jean, et tu as amené de nouveaux alliés. » Le perroquet dirigea son regard perçant vers les jeunes. « La forêt a bien choisi ses nouveaux gardiens, mais le défi auquel vous faites face est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. » Un vent soudain souffla à travers la clairière, faisant murmurer les feuilles de l'arbre central dans une langue ancienne. L'arbre pulsa plus intensément et tous ressentirent une vague d'énergie les traverser. « Venez !» dit Écho s'élevant dans les airs en direction de l'arbre central. « Il y a beaucoup à apprendre et peu de temps. L'équilibre de la forêt et de Verbois dépend de vous. » Suivant Écho jusqu'au centre de la clairière, Marie, Paul et Lucie réalisèrent qu'ils étaient sur le point de plonger dans un monde de connaissances et de responsabilités bien au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Le véritable voyage des nouveaux gardiens ne faisait que commencer, et le destin de leur maison et de la nature qu'ils avaient juré de protéger était entre leurs mains. Le cœur de la clairière pulsait d'une énergie ancienne et puissante. Marie, Paul et Lucie s'approchèrent de l'arbre central, guidés par Écho et accompagnés de leur grand-père Jean. Plus ils s'approchaient, plus ils pouvaient sentir la vibration de la terre sous leurs pieds, comme si le sol lui-même était vivant et conscient. Écho se posa sur l'une des branches les plus basses de l'arbre majestueux, ses plumes brillant d'un éclat surnaturel. « Touchez le tronc !» leur ordonna le perroquet, sa voix mélodieuse résonnant dans la clairière. « Laissez la sagesse de la forêt couler à travers vous. » Hésitant, les 3 jeunes tendirent la main et touchèrent l'écorce rugueuse de l'arbre. Au moment où leurs doigts entrèrent en contact, une vague de sensations et d'images inonda leurs esprits. Marie haleta, ses yeux s'élargissant derrière ses lunettes. « Je vois l'histoire de la forêt. Des milliers d'années qui passent en secondes. Je ressens la douleur, » murmura Paul, sa voix tremblante. « La forêt souffre. » Lucie, qui semblait être en transe, chuchota. « Il y a une menace. Quelque chose de sombre approche, corrompant tout ce qu'il touche. » Jean observait ses petits-enfants avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Il savait que ce moment changerait leur vie pour toujours, tout comme il avait changé la sienne des décennies plus tôt. Écho battit des ailes, attirant l'attention de tous. « Ce que vous avez expérimenté n'est qu'une fraction de la connaissance que la forêt détient, mais c'est suffisant pour comprendre la gravité de la situation. » Le perroquet vola jusqu'au sol, tournant en cercle en parlant. « La contamination que vous avez découverte dans le ruisseau n'est qu'un symptôme d'un mal plus grand. Une force externe essaie de déséquilibrer l'harmonie naturelle, non seulement de cette forêt, mais de toute la région de Verbois. » Marie, toujours analytique,
posa la question qui était sur toutes les lèvres. « Mais qu'est-ce qui cause cela exactement? Et comment pouvons-nous l'arrêter » Echo échangea un regard significatif avec Jeanne avant de répondre. « La source de la corruption est une relique ancienne, un artefact de grande puissance qui a été enterré il y a des siècles pour protéger le monde de son influence maléfique. Malheureusement, il a été récemment perturbé, et maintenant il répand son énergie négative. » Paul fronça les sourcils, confus. « Une relique? Comment un objet peut-il causer autant de dégâts ?» Jean soupira profondément, son expression devenant sérieuse. « Certains objets, mes chers, portent plus que de l'histoire. Ils peuvent contenir des énergies, des intentions et même des consciences d'époques passées. Cet artefact en particulier est un réceptacle pour des forces qui vont à l'encontre du flux naturel de la vie. » Lucie, toujours la plus intuitive du groupe, semblait faire le lien entre les faits. « Les empreintes étranges que nous avons vues près du ruisseau, elles ont quelque chose à voir avec cela, n'est-ce pas ?» Echo acquiesça, ou du moins fit un geste qui ressemblait à un hochement de tête pour un perroquet. « Très perspicace, jeune gardienne. L'énergie de la relique attire et corrompt les créatures de la forêt. Ces empreintes appartenaient à des animaux transformés, rendus grotesques et agressifs par l'influence de l'artefact. Le poids de la situation commençait à peser sur les épaules des jeunes gardiens. Il ne s'agissait pas seulement de nettoyer un ruisseau ou de protéger quelques arbres. C'était une lutte pour l'essence même de la nature. « Quel est notre rôle dans tout cela ?» demanda Marie, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Comment pouvons-nous combattre quelque chose d'aussi surnaturel ?» Jean s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa petite fille. « Avec le même pouvoir qui a créé le problème, ma chère. La magie ancienne que vous apprenez, la connexion profonde avec la nature que vous développez, ce sont les outils que nous utiliserons pour restaurer l'équilibre. » Echo s'éleva de nouveau dans les airs, se posant au centre du cercle formé par les humains. « Votre mission, jeune gardien, est triple. Premièrement, vous devez renforcer votre connexion avec la forêt, approfondissant vos connaissances et vos compétences. Deuxièmement, vous devez localiser la relique corrompue et neutraliser son influence. Et troisièmement, vous devez guérir les blessures déjà infligées à la terre et à ses créatures. » Paul, toujours avide d'action, fit un pas en avant. « Et par où commençons-nous » Le perroquet déploya ses ailes, et pendant un moment il parut beaucoup plus grand et plus imposant qu'un simple oiseau. « Nous commençons par un rituel ancien, un qui éveillera complètement vos pouvoirs en tant que gardien et renforcera votre lien avec la forêt. » Jean sourit, des souvenirs de son propre éveil en tant que gardien des décennies plutôt brillants dans ses yeux. « C'est un processus intense, mes chers. Il demandera du courage, de la détermination et de la foi. Êtes-vous prêts ?» Marie, Paul et Lucie échangèrent des regards. Dans leurs yeux, il y avait de la peur, oui, mais aussi une détermination féroce. Ils avaient été choisis pour cette tâche et ils n'avaient pas l'intention de reculer. « Nous sommes prêts », répondirent-ils à l'unisson. La clairière sembla prendre vie autour d'eux. Les fleurs brillaient plus intensément, le vent murmurait des mélodies anciennes et le grand arbre central pulsait d'une lumière qui semblait venir d'un autre monde. Echo commença à chanter, sa voix s'élevant dans une langue que les jeunes ne connaissaient pas, mais qu'ils comprenaient d'une certaine manière dans leur cœur. Jean se joignit au chant, sa voix grave harmonisant avec la mélodie du perroquet. Marie, Paul et Lucie fermèrent les yeux, sentant l'énergie de la forêt couler à travers eux. C'était le début d'une transformation, l'éveil de pouvoirs anciens qui dormaient dans leurs gènes, attendant ce moment. Alors que le rituel se déroulait, la clairière brillait d'une lumière surnaturelle, visible même pour les habitants les plus éloignés de Verbois. Une nouvelle ère commençait, et les jeunes gardiens se tenaient en son centre. La lutte pour l'harmonie de la nature était sur le point de commencer, et le sort de Verbois, et peut-être du monde, reposait entre les mains de ces trois jeunes courageux, guidés par la sagesse de leur grand-père et la magie ancienne de la forêt. L'aube trouva Marie, Paul et Lucie transformés. Le rituel dans la clairière avait éveillé en eux des capacités et des sens dont ils ignoraient l'existence. Maintenant, ils pouvaient sentir le pouls de la vie dans chaque arbre, entendre les murmures du vent comme s'ils étaient des mots clairs et voir les courants d'énergie qui coulaient à travers la terre. Jean les observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Le chemin qui vous attend ne sera pas facile, » dit-il, sa voix grave, « mais vous n'êtes pas seul dans ce voyage. » Echo, qui était resté avec eux pendant la nuit, s'éleva dans les airs et se posa sur l'épaule de Lucie. « La forêt est avec vous, » déclara le perroquet.
et je serai votre guide. » Avec une détermination renouvelée, le groupe partit à la recherche de la relique corrompue. Guidés par Echo et les nouveaux sens aiguisés des jeunes gardiens, ils s'aventurèrent dans des parties de la forêt qui semblaient avoir été oubliées par le temps. À mesure qu'ils avançaient, les signes de corruption devenaient plus évidents. Des arbres aux feuilles noires, des fleurs flétries qui dégageaient une odeur putride, et le silence troublant là où aurait dû être le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes. « Nous sommes proches », murmura Marie, ses yeux mi-clos alors qu'elle se concentrait sur les courants d'énergie négative qu'elle pouvait maintenant percevoir. Soudain, un rugissement sauvage résonna à travers la forêt, faisant trembler le sol sous leurs pieds. D'entre les arbres émergea une créature qui semblait sortie d'un cauchemar, un ours, mais déformé et agrandi par l'énergie maléfique de la relique. Ses yeux brillaient d'une lumière non naturelle. « Ne l'attaquez pas !» cria Jean. « Il n'est pas notre véritable ennemi, seulement une victime. » Paul fit un pas en avant, sa main tendue alors qu'il murmurait des paroles de guérison qu'il avait apprises pendant le rituel. Une lumière douce émana de ses doigts, enveloppant l'ours corrompu. Pendant un moment, la créature hésita, comme si elle luttait contre l'influence maléfique. Mais ensuite, avec un rugissement de douleur, elle avança. Lucie réagit instinctivement. Elle posa ses mains sur le sol, invoquant les racines des arbres voisins qui s'élevèrent du sol pour former une barrière protectrice autour du groupe. « Là-bas !» s'exclama Marie, pointant vers une grotte partiellement cachée derrière la créature. « L'énergie négative vient de cet endroit. » Jean acquiesça gravement. « La relique doit être là-dedans. Nous devons y arriver et neutraliser son influence. » Travaillant ensemble, les gardiens utilisèrent leur nouvelle capacité pour se frayer un chemin jusqu'à la grotte. Paul continuait d'envoyer des vagues d'énergie curative vers l'ours, tandis que Lucie maintenait la barrière de racines et que Marie utilisait sa capacité récemment découverte de manipuler le vent pour éloigner les miasmes toxiques qui émanaient de l'entrée de la grotte. À l'intérieur sombre de la grotte, ils trouvèrent à la source de tout le mal, un ancien amulette, noir comme la nuit la plus sombre, pulsant d'une énergie maléfique qui déformait l'air autour de lui. « Soyez prudents », avertit Echo, sa voix résonnant dans la grotte. Son toucher peut corrompre même les cœurs les plus purs. Jean fit un pas en avant, ses yeux brillants de la sagesse des années. « Ensemble, dit-il, nous devons combiner nos pouvoirs pour neutraliser son influence. » Formant un cercle autour de la relique, les 5 gardiens, 3 jeunes, un ancien et un perroquet magique, commencèrent à intonner les paroles anciennes qu'ils avaient apprises. Leur voix s'élevait en harmonie, résonnant sur les parois de la grotte et réverbérant à travers la forêt. À mesure qu'ils chantaient, une lumière commença à émaner de leur corps, enveloppant l'amulette dans un cocon d'énergie pure. La relique résistait, son obscurité luttant contre la lumière, mais progressivement, son influence commença à diminuer. Avec un dernier effort commun, les gardiens dirigèrent toute leur énergie vers l'artefact. Il y eut un éclair de lumière aveuglant, un son semblable à un tonnerre lointain, puis le silence. Lorsque leurs yeux s'habituèrent de nouveau à la lumière, ils virent que l'amulette s'était transformée. Là où auparavant se trouvait une gemme noire et maléfique, se trouvait maintenant un cristal clair et brillant, pulsant doucement d'une énergie bienveillante. « Nous avons réussi », murmura Lucie, sa voix tremblant d'épuisement et de soulagement. En sortant de la grotte, ils trouvèrent une scène de transformation. L'ours corrompu était revenu à sa forme naturelle et les observait maintenant avec des yeux clairs et curieux avant de disparaître paisiblement dans la forêt. Les arbres autour d'eux semblaient plus verts, l'air plus pur, et les sons de la faune commençaient à revenir. « Ceci n'est que le début », dit Jean, posant une main sur l'épaule de chacun de ses petits-enfants. « La forêt commencera à se guérir, mais il y a encore beaucoup à faire. » Echo volait en cercle au-dessus d'eux, sa voix pleine d'approbation. « Vous avez prouvé votre valeur en tant que gardien. À partir de maintenant, Verbois aura des défenseurs dignes de son héritage magique. » Dans les mois qui suivirent, Marie, Paul et Lucie se consacrèrent à la tâche de restaurer complètement l'équilibre de la forêt et de Verbois. Utilisant leurs nouveaux pouvoirs et les connaissances transmises par Jean et Echo, ils guérissaient les zones malades, purifiaient les eaux contaminées et rétablissaient l'harmonie entre les habitants de la ville et la nature environnante. L'histoire des jeunes gardiens se répandit, d'abord comme un chuchotement entre les arbres, puis comme des légendes racontées autour des feux de camp, et enfin comme un rappel pour tous de l'importance de vivre en équilibre avec le monde naturel. Un après-midi tranquille,
Presque un an après leur grande aventure, les trois jeunes se réunirent avec Jean sur la véranda de sa maison, observant le coucher de soleil sur Verbois. « Vous avez transformé non seulement la forêt, dit Jean, ses yeux brillants de fierté, mais aussi vous-même et l'avenir de notre communauté. » Marie sourit, ajustant ses lunettes. « Et pensez que tout a commencé par une simple visite dans ton garage, grand-père. » Paul rit, se calant dans son fauteuil. « Simple ? Rien dans notre famille ne semble simple, apparemment. » Lucie, caressant les plumes d'Écho, qui était maintenant un visiteur fréquent, ajouta doucement « Mais nous ne changerions rien à tout cela, n'est-ce pas ?» Un cri mélodieux d'Écho sembla être d'accord, faisant rire tout le monde. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, les gardiens de Verbois contemplèrent l'avenir. Ils savaient qu'il y aurait d'autres défis à venir, d'autres mystères à découvrir et d'autres leçons à apprendre. Mais maintenant, ils étaient prêts, unis non seulement par des liens de sang, mais aussi par une connexion profonde avec la nature et entre eux. La nuit tomba sur Verbois, apportant avec elle la promesse d'un nouveau matin. Et au cœur de la forêt, les arbres anciens murmuraient des histoires de courage, d'amitié et de la magie éternelle qui coule à travers toutes les choses vivantes, unissant le passé, le présent et l'avenir dans une tapisserie infinie de possibilités.